Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les solutions de dernière minute à l'étranger. Donc pour la rentrée, quand on parle de dernière minute, on parle bien de la rentrée septembre 2023. Je m'appelle Marc, je suis le fondateur de Study Experience, qui est une société qui accompagne depuis quelques années les jeunes qui partent étudier à l'étranger. J'ai le plaisir d'être rejoint aujourd'hui par deux personnes. Adam Austin, qui nous rejoint de Royal Holloway, qui est donc une université britannique située à Londres, et puis Anthony Després de Take Me Up, qui, elle, pourra nous parler en français, Bonjour je à crois. tous. Euh, voilà, donc je vais afficher mes slides. On va commencer par là. Tac. Voilà. Est-ce que tout est bon, Anthony? On peut voir mon écran ou pas? Oui, tout à fait. Parfait. Super. Bon, une petite introduction peut-être rapide sur qui je suis, enfin sur la société Study Experience. Donc voilà, on a été fondé en 2009 et notre métier au quotidien, c'est d'accompagner les jeunes qui souhaitent partir faire leurs études à l'étranger. Donc on est là pour les orienter dans un premier temps sur le choix des universités qui pourraient leur correspondre. Ensuite, on va vous coacher en fait dans toutes les étapes qui se succèdent pour monter un dossier convaincant euh, partir dans de bonnes conditions. Donc voilà, en ayant évidemment son inscription universitaire dans l'université de vos rêves, on le souhaite, mais aussi un logement, un visa, une assurance et tout ce qui va avec. Donc voilà à quoi nous on sert. Euh, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, on a pas mal d'accréditations, de super conseillers qui travaillent chez nous, une belle expérience, beaucoup d'universités partenaires, donc, dont par exemple Royal Holloway qui nous fait le plaisir d'intervenir ce soir. Et puis vous trouverez pas mal aussi de témoignages étudiants sur notre site internet, sur YouTube, sur Google. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil par la suite. Donc au programme ce soir, je vais prendre la main pour commencer pour vous donner un petit peu un tour d'horizon des possibilités pour la rentrée prochaine, parce que effectivement, contrairement aux idées reçues, vous allez voir qu'il y a encore plein d'options possibles, même si on peut penser que on est vraiment très tard dans le calendrier. Il y a plein d'options, donc vous allez voir ça. Pour la rentrée de septembre, aussi, on en parlera rapidement de janvier 2024, puisque pas mal d'universités étrangères ont des rentrées décalées. Euh, Roy Holloway donc Adam de Roy Holloway nous présentera donc son université spécifiquement et vous allez voir concrètement du coup dans la pratique la quantité de programmes finalement encore ouverts au Royaume-Uni et notamment dans cette université qui est plutôt très prestigieuse. Euh, et puis Anthony nous parlera des programmes de césure qui ça aussi ça peut être une superbe option si vous n'êtes pas encore positionné pour la rentrée prochaine ou si vous êtes un peu déçu de votre affectation dans Parcoursup, euh, eh bien, une année de césure, ça peut être vraiment une belle solution aussi pour mieux préparer la suite. Voilà. Donc, si vous êtes là ce soir et non pas dehors à profiter du soleil, c'est que quelque part vous vous intéressez aux études à l'étranger et que vous avez quelques idées en tête de pourquoi ça serait une bonne idée d'aller étudier à l'étranger. Euh, En réalité, voilà, il y a plein de très bonnes raisons. La liste que vous avez devant les yeux est loin d'être exhaustive. C'est sûr que c'est l'opportunité parfaite pour aller vous ouvrir un petit peu l'esprit et découvrir d'autres cultures, notre langue. Euh, Surtout développer ce qu'on appelle les soft skills. Et je pense qu'Anthony nous en parlera un petit peu plus tard parce que son année de césure est vraiment basée là-dessus. Ce qu'on appelle les soft skills, c'est tout ce que vous apprenez finalement en dehors des bancs de l'école, apprendre à bien communiquer, à bien bien argumenter, à faire du relationnel, enfin développer des réseaux, des choses comme ça, voilà, qu'on va pas forcément vous apprendre à l'école. Et en parlant de réseau, ben voilà, étudier à l'étranger, c'est un excellent moyen de faire des rencontres
en dehors de nos frontières, d'aller rencontrer de futurs employeurs, des partenaires, des amis, des amoureux, amoureuses ou je ne sais quoi. Euh, voilà, donc c'est forcément une expérience qui peut que être positive pour vous, qui peut changer vraiment une vie et vous ouvrir énormément d'opportunités en France, mais pas que. Euh, voilà, ça peut être une très bonne idée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout trop tard pour y aller. J'insiste, je vais insister tout au long du webinaire sur ce point-là. Euh, Au-delà de ces arguments-là, c'est vrai que ce qu'on trouve aussi souvent à l'étranger, en particulier dans les systèmes anglo-saxons, c'est une pédagogie qui diffère quand même beaucoup de ce qu'on trouve en France. Euh, donc pour certains, ça peut être une bonne chose. On va avoir beaucoup plus une approche beaucoup plus participative en classe. Donc, c'est souvent des petites classes qu'on va privilégier. On va vraiment inciter beaucoup d'interactions entre les professeurs et les étudiants. Euh, on va parler aussi de pédagogie inversée. Qu'est-ce que ça veut dire la pédagogie inversée? C'est cette notion que vous devez arriver en cours préparé en fait. Donc un professeur typiquement va vous donner une liste de lecture par exemple, euh, un article à réviser en amont sur lequel vous vous familiarisez et puis vous arrivez en classe pour en discuter, pour en débattre. Euh, et c'est moins cette idée finalement d'arriver en classe et d'absorber un maximum d'informations. L'idée, c'est plutôt de faire un petit peu ce travail-là en amont quelque part et d'approfondir ses connaissances en classe. Donc ça, c'est très courant dans les systèmes anglo-saxons et ça veut dire que vous avez aussi généralement moins d'heures de cours. Au Royaume-Uni, typiquement, on peut s'attendre à 12-13 heures de cours par semaine, ce qui paraît parfois très très peu aux yeux d'un étudiant français qui a l'habitude de faire 35-40 heures de cours au lycée. C'est sûr que là, c'est un changement radical dans le rythme à ne pas confondre non plus avec une année de glande totale, puisque ça nécessite beaucoup de travail, mais autonome aussi. Donc, vous avez le travail que vous faites en classe, mais il y a pas mal de choses à faire en dehors, en seul ou en groupe. Donc, vraiment une autre approche qui ne convient pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants à qui ça peut faire du bien de découvrir ça. Et puis, vous allez trouver aussi dans ces universités souvent cette notion de campus où vous avez vraiment tout sur place. Donc, les cours, évidemment, mais au-delà de ça, vous pouvez loger sur le campus. Vous avez plein d'installations aussi à côté. On parle d'installations sportives, ça peut être des installations aussi culturelles. Vous pouvez faire en dehors des cours de la musique, du cinéma, vous pouvez faire du bénévolat. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Et ça fait partie vraiment de la richesse de l'expérience que vous pouvez avoir. Vous allez à l'université pour apprendre un métier ou une matière, évidemment, mais vous y allez aussi pour apprendre la vie en fait, tout simplement, à vous prendre en charge tout seul, à arriver à socialiser, à laver vos slips et compagnie. Bah, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage qu'on fait à l'université à l'étranger. Rapidement, pour que vous ayez conscience des équivalences avec la France, en fait, bon, euh, généralement, ça ressemble énormément. Donc, ce qu'on va appeler la licence en France s'appellera le bachelor dans la plupart des pays étrangers et vont se faire en 3 ou 4 ans. En Europe, généralement, c'est sur 3 ans. Sur des destinations plus lointaines comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, on fait souvent le bachelor sur 3 ans aussi. En Amérique du Nord, souvent, c'est 4 ans. Euh, le master, souvent sur 2 ans, parfois sur 1 an. Au Royaume-Uni, ça se fait énormément sur une année. C'est un argument de poids, je dirais d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de s'éterniser sur leurs études. Vous pouvez, après un bachelor, partir au Royaume-Uni, faire un master en 1 an. Adam, je suis sûr, peut-être en dira un mot tout à l'heure. Vous avez ces notions de top-up. Je sais pas, donc, sur la gauche, le top-up, c'est quoi? C'est la 3e année que vous pouvez faire après un bac plus 2. Et donc, dans certains systèmes éducatifs, c'est le cas, encore une fois, au Royaume-Uni, c'est le cas en Irlande ou en Australie, dans certaines facs espagnoles. Vous pouvez partir faire une 3e année après avoir fait un BTS, par exemple, ou avoir fait 2 ans d'école de commerce ou autre.
Et puis, vous avez aussi des programmes de type préparation universitaire qui, là, s'adressent à des bacheliers qui peut-être n'ont pas eu tout à fait les notes espérées au bac ou pour qui le niveau d'anglais est encore un peu fragile. Eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez partir dans une fac à l'étranger, faire une préparation universitaire qui dure 1 an et enchaîner ensuite, du coup, avec la suite de vos études au niveau bachelor. Et les programmes de césure dont parlera tout à l'heure Anthony, je pense, peuvent se mettre un petit peu partout. Anthony, je ne sais pas si tu me le confirmes, Oui, tout à fait, à oui. n'importe quel moment. Une césure, effectivement, c'est pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est quand on fait une pause dans ses études. Elle peut être de quelques mois ou de 1 an complet. Et vous pouvez la faire à partir du moment où vous avez votre baccalauréat, donc bac. Ensuite, vous pouvez enchaîner vers des études que vous aurez eu le temps de préparer, ou alors bac plus 1, 2, 3, 4, et même en dernière année, une fois que vous êtes diplômé. Hop. Bon, allez, parlons concret. Alors, qu'est-ce qui est encore possible, du coup, pour la rentrée prochaine? En fait, la destination la plus simple, souvent, on parlera pas mal du Royaume-Uni du coup pendant ce webinaire, c'est le Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que déjà, il y a pas mal d'universités britanniques, il y en a à peu près 300 en tout, et ils ont un système qui s'appelle le clearing, qui est extrêmement développé et qui permet de remettre sur le marché pendant l'été les places qui n'ont pas été prises par les étudiants qui se sont inscrits lors des premiers tours. On parle souvent d'une date limite au Royaume-Uni à la mi-janvier pour les étudiants qui postulent après le bac. C'est vrai qu'elle existe, cette date limite, mais ce n'est pas du tout une finalité. Si on n'a pas postulé avant cette date, ou même si on y pense maintenant, on se dit, ah tiens, le Royaume-Uni, peut-être que ça pourrait être une bonne idée, sachez que ce n'est pas du tout trop tard. En fait, il y a vraiment tout un système donc, qui s'appelle le clearing. Et on peut estimer qu'à peu près 75-80% des programmes disponibles au Royaume-Uni restent encore ouverts en fait pendant l'été. Et je sais que chez Studi Expérience, on a l'habitude de recevoir des étudiants jusqu'à mi-août, fin août parfois, qui s'inscrivent pour la rentrée de septembre. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en place jusqu'à la dernière minute. Avant le Brexit, ça pouvait se faire vraiment jusqu'à la veille du programme. On pouvait s'inscrire et partir le lendemain. Maintenant, il y a une complication qui est le visa. Effectivement, quand on s'inscrit dans une fac au Royaume-Uni, il faut demander un visa. Et ça peut prendre 2-3 semaines peut-être à obtenir. Donc, il faut quand même anticiper ce point-là. Mais en dehors de ça, c'est vrai que vous pouvez partir très facilement à la rentrée prochaine sur presque tous les domaines d'études. Je dirais qu'à l'exception près peut-être de tout ce qui est médecine, vétérinaire, dentaire, des domaines comme ça, là pour le coup, effectivement, les carottes sont cuites, comme on dit. Et puis, il y a certaines universités très, très, très élitistes comme Oxford, Cambridge, ou Imperial, ou LSE, des endroits comme ça où je pense que vous avez peu de chances, effectivement, d'avoir une place. Mais sinon, sur tout le reste, vraiment, plein d'options possibles. C'est vrai aussi au niveau master. Au niveau master, au Royaume-Uni, on ne postule pas via une plateforme centralisée, on postule vraiment directement aux universités qui nous intéressent. Et elles ont tout un système d'admission en continu, en fait. Donc, tant qu'il reste des places, les programmes restent ouverts aux nouveaux étudiants. Et bon, je dirais que la majorité des programmes aujourd'hui au Royaume-Uni, au niveau master, sont encore ouverts. Donc ça, c'est un bon premier point. Si on écarte le Royaume-Uni, après, on conseille généralement aux étudiants plutôt de privilégier l'Europe à ce stade de l'année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de visa, donc vous pouvez très facilement aller en Espagne, en Italie, en Allemagne, sans devoir vous inquiéter de ça. Alors certains systèmes éducatifs sont plus difficiles à ce stade de l'année. Je pense aux Pays-Bas, par exemple, ou à l'Irlande. C'est des destinations enfin, certaines universités irlandaises du moins, c'est des destinations qui vont vite être complets. Mais par contre, c'est vrai qu'en Espagne, en Allemagne notamment, vous avez plein d'options très faciles auxquelles vous pouvez candidater aujourd'hui, être admis assez rapidement si vous remplissez les conditions et partir voilà, sans trop de difficultés administratives. Et puis, c'est aussi en principe des universités
plus abordable sur le plan financier, puisque quand on étudie au sein de l'Union européenne, vous bénéficiez généralement de tarifs réduits au niveau des frais. Donc ça peut être plutôt intéressant aussi à ce niveau-là. Alors, je vais pas trop, juste je reviens un instant. Anthony, tu voulais dire quelque chose? Non, il y a juste une question d'Alid qui demande si le diplôme dentaire qui est obtenu au Royaume-Uni est reconnu en France. Pour le moment, oui. C'est vrai que ça peut peut-être évoluer à terme. Pour le moment, depuis le Brexit, en tout cas, il n'y a pas eu de mise à jour par rapport à ça. Donc, un médecin ou un dentiste britannique peut exercer en France. Par contre, il y a quand même la question du visa pour un Britannique qui viendrait en France. Mais si vous êtes française, vous allez vous former en Angleterre et que vous revenez en France, là-dessus, il ne devrait pas y avoir de souci. Bon, c'est vrai que la plupart des étudiants qu'on accompagne sur les études de santé vont quand même privilégier les destinations au sein de l'Union européenne parce que là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. C'est vrai que voilà, quand vous avez validé votre formation, derrière, vous savez que vous pouvez revenir exercer en France. C'est le cas hein, pour le Royaume-Uni aujourd'hui, mais bon, tant qu'il n'y a pas vraiment de directive très, très claire à ce sujet, donc on reste un petit peu méfiant. Voilà, je sais que Adam va nous parler de manière beaucoup plus approfondie du système de clearing au Royaume-Uni, donc intentionnellement, je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais le laisser faire. Et après, si vous avez des questions précises sur des destinations spécifiques qui vous intéresseraient pour la rentrée prochaine, je pense que le mieux en réalité, c'est soit de nous poser peut-être la question en fin de webinaire ou de nous contacter à la suite pour échanger de manière plus personnalisée sur votre dossier. Mais sachez qu'en tout cas, il y a plein d'options disponibles et dans la majorité des domaines d'études. Si vous n'avez pas envie de commencer en septembre, sachez qu'il y a aussi la rentrée de janvier qui vous permet peut-être d'accéder aussi à plus de destinations. La rentrée de janvier, c'est peut-être pas quelque chose qui se fait énormément en France, mais c'est vrai que sur d'autres pays, ça se fait beaucoup. C'est le cas encore une fois au Royaume-Uni, en Irlande, surtout au niveau master, moins au niveau post-bac, mais si vous êtes en quête d'un master, vous trouverez plein de solutions sur ces destinations-là. Par contre, en Amérique du Nord et en Australie, en Nouvelle-Zélande, là, à tous les niveaux d'études, vous avez plein d'options en janvier, en fait. Surtout en Australie et en Nouvelle-Zélande, puisque là, c'est l'hémisphère sud, et donc la rentrée principale en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est janvier, en fait. Ce n'est pas le mois de septembre, ils commencent tous en janvier. Donc là, vous avez plein d'options et ce n'est pas trop tard pour y postuler. Au contraire, on est plutôt bien en termes de timing. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être aussi quelque chose à garder en tête. Si vous êtes inscrit quelque part pour septembre, mais que vous n'êtes pas totalement convaincu et que vous voulez peut-être tester malgré tout cette solution en septembre, sachez que vous avez cette sécurité de pouvoir vous dire, si ça ne me plaît pas, je peux arrêter au bout d'un mois ou deux et partir en janvier ailleurs. C'est quelque chose que peut-être vous pouvez anticiper un petit peu et garder en tête. Vous avez aussi la possibilité, alors un petit peu dans la lignée des années de césure dont parlera Anthony après, si vous vouliez quelque chose peut-être de plus cadré encore ou d'universitaire tout simplement, de quelque chose d'académique, vous avez ce qu'on appelle la préparation universitaire. Et donc ça, c'est pas mal, comme je l'expliquais en début de webinaire, pour les étudiants qui peut-être n'ont pas tout à fait le niveau d'anglais, ou alors qui n'ont pas tout à fait les notes au bac. Pour vous donner un exemple concret, pour intégrer certaines universités britanniques, encore une fois, on peut vous demander d'avoir validé le bac avec 13, 14, 15 de moyenne. Si vous n'aviez pas tout à fait ces notes-là et que vous ciblez malgré tout ces universités, en faisant une année de préparation, vous pouvez un peu compenser votre note en fait et avoir une seconde chance d'accéder à ces formations. Donc, ça peut être pas mal pour ça. Et puis, vous avez le même principe au niveau master. On appelle ça des programmes pré-master. Pareil, si vous avez une licence en poche, mais que le niveau d'anglais pêche un petit peu, vous pouvez faire un programme pré-master pour préparer votre master.
Et idem, si votre note est un petit peu juste, et c'est souvent le cas dans le système français, surtout dans le système public, c'est vrai que dans les licences universitaires, ça note pas toujours très favorablement, contrairement aux universités anglo-saxonnes qui, elles, ont plus l'habitude d'être généreuses dans leur notation. Et parfois, du coup, ça crée une dissonance entre ce qu'elles attendent et ce que vous pouvez leur fournir comme note. Donc, on a régulièrement des étudiants, par exemple, qui vont sortir de formation de droit à Assas ou dans des universités comme ça, qui auront fait une formation très prestigieuse sur le principe, mais avec des moyennes à 10, 11 que les universités étrangères vont moins facilement accepter. Donc ça, on arrive à récupérer le tir, on va dire, en intégrant un pré-master. Et ça va durer 6 mois, 1 an, selon le profil et selon la formation recherchée. L'année de césure, je ne vais pas beaucoup en parler, puisque Anthony en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Mais c'est vrai que vous avez cette option-là à tout moment. Et il ne faut pas hésiter à faire ça. Je trouve personnellement que les mentalités commencent à changer par rapport à cette notion d'année de césure. Mais malgré tout, beaucoup d'étudiants vont me dire « Ah non, Marc, je ne veux surtout pas une année de césure, je ne veux pas perdre mon temps, je ne veux pas perdre une année. » Ce serait terrible de devoir prendre sa retraite une année plus tard. Déjà qu'on n'en aura pas de retraite, donc ça ne sert à rien de s'exciter là-dessus. Mais c'est un excellent moyen vraiment d'aller réfléchir à son orientation académique si on n'est pas totalement sûr de ce qu'on souhaite étudier, d'aller maîtriser une langue supplémentaire, développer ses soft skills dont on a parlé aussi tout à l'heure. Et donc ça, je vous encourage vraiment à l'envisager. Si vous n'êtes pas totalement convaincu par ce que vous souhaitez, par vos options en septembre, c'est vrai que ça peut vraiment être une option sympa pour étoffer aussi votre profil. Et je pense que sur le plan professionnel par la suite, les compétences que vous pouvez acquérir pendant une année de césure peuvent être très précieuses pour faire la différence sur le marché de l'emploi aussi. Voilà, donc si vous êtes intéressé par une rentrée en septembre ou par une rentrée en janvier, concrètement, ce qu'il nous faut pour pouvoir postuler à ce moment-là, ce seront vos relevés de notes depuis le bac. En principe, vous avez tous votre relevé de notes maintenant officiel du bac si vous l'avez passé cette année. Et si vous n'êtes pas bachelier, mais un petit peu plus avancé dans vos études, voilà, il nous faut les relevés qui s'en suivent. On vous demandera généralement une lettre de motivation, une lettre de recommandation. Ça, c'est des choses sur lesquelles aussi on vous accompagne, on vous aide à peaufiner ces lettres-là. Et puis, il vous faudra généralement un test de langue, pour les programmes académiques du moins. Si vous voulez aller à l'université pour une année de césure, il y a peut-être plus de latitude là-dessus. Mais si vous voulez intégrer une université ou faire un programme de préparation universitaire ou des choses comme ça, on vous demandera de passer un test de langue. Alors, sachez que c'est tout à fait possible de vous inscrire à un test d'anglais pendant l'été. Vous avez l'IELTS et le TOEFL qui sont généralement un peu les références. Mais vous avez d'autres tests, d'autres équivalents aussi qu'on peut passer. Le Duolingo est de plus en plus accepté. Et ça, c'est un test que vous pouvez faire chez vous, derrière votre ordinateur. Vous pouvez vous inscrire presque du jour pour passer dans 2-3 jours si vous le souhaitez. Donc, ça ne doit pas forcément être un frein. Il ne faut pas vous dire, ça y est, j'ai loupé les dates pour passer les tests d'anglais. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore plein de sessions et plein de possibilités pour passer un test pendant l'été. Bon. Voilà pour moi. Vous avez les coordonnées de Study Experience qui s'affichent si vous aviez des questions. Je vais passer la main à Adam, qui va nous parler en anglais. Donc, ça va être un bon entraînement. Adam, are you ready? Je pense qu'Adam s'est peut-être endormi. Il s'est figé, en tout cas. Ah, il est figé. Anthony, est-ce que tu veux démarrer peut-être? Oui, avec parce qu'il y a des plaisir. problèmes techniques. Il va revenir. Je me permets peut-être de partager mon écran à mon tour. Tout à fait. J'arrête le partage, si j'arrive. Voilà. C'est bon pour vous? Vous voyez? Nickel. OK. Alors, voilà. Alors, moi, je m'appelle Anthony, effectivement, ravie d'être présente aujourd'hui. Merci Marc de me donner l'opportunité d'informer nos jeunes sur l'année de césure. Comme le disait Marc tout à l'heure, l'année de césure, c'est effectivement une année où on peut prendre le temps, lorsqu'on est enfin bachelier,
ou bac+1, bac+2, 3, 4 ou 5 pour réfléchir à son orientation, réfléchir à son projet personnel et professionnel. Il ne s'agit effectivement pas d'une année où on reste sur son canapé, mais c'est plutôt une année constructive, une parenthèse utile, comme on le dit, pour en apprendre davantage sur nous-mêmes, pour améliorer son niveau d'anglais, développer les soft skills, tout à fait, Marc. Donc ça, c'est effectivement tout ce que vous n'avez pas appris à l'école et qui est pourtant primordial dans le monde du travail, comme la gestion du temps, du stress, des émotions, la prise de parole en public, travailler en équipe quand on ne connaît pas du tout ses collaborateurs, quand en plus ils sont peut-être étrangers, de nationalités différentes, de confessions différentes, enfin, voilà. Tout ce qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant primordiales dans le monde du travail. Et peut-être de construire votre projet d'orientation, comme je le disais, ou professionnel si vous êtes déjà diplômé. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de vous raconter l'histoire de Tech Me Up, puisque moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de développer le programme de césure du groupe IGS, qui est Tech Me Up. J'ai envie de vous expliquer un petit peu d'où on est parti. Voilà, aujourd'hui, on a créé Tech Me Up il y a bientôt 2 ans et demi, 3 ans, pour permettre aux jeunes de 17 à 25 ans de vivre une aventure internationale humaine et unique en son genre, puisqu'on vous propose de prendre 1 an pour améliorer votre niveau d'anglais, faire le point sur votre orientation et développer vos soft skills pour faire la différence aux yeux des recruteurs, mais pas que, pour vous permettre également de prendre confiance en vous, d'être capable de choisir une orientation qui sera peut-être plus en adéquation avec vos valeurs, parce que ce n'est pas toujours simple de bien être orienté quand on sort du lycée. En France, comme tu le disais Marc, souvent on fonce tête baissée jusqu'au lycée, jusqu'au baccalauréat sans se poser de questions, et puis d'un seul coup on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Ce n'est pas toujours simple. Surtout quand on n'est pas forcément accompagné. Donc, durant cette année chez Tech Me Up, vous aurez l'opportunité d'être accompagné pour développer votre niveau d'anglais, pour construire votre orientation, que vous soyez de bac à bac+5 ou votre projet professionnel si vous êtes diplômé. Donc, effectivement, le but du jeu, c'est de rendre le monde meilleur en permettant à chacun de trouver sa place dans un environnement en accord avec ses talents, ses valeurs et son projet de vie. Tech Me Up, c'est cette première promotion qui a ouvert en septembre dernier. Et c'est peut-être vous, puisque vous avez, je l'espère, obtenu votre baccalauréat ou êtes titulaire d'un bac+1, 2, 3, 4 ou d'un master. Si peut-être vous avez envie de prendre le temps d'améliorer votre niveau d'anglais parce que vous avez étudié en alternance, parce que vous n'avez pas eu le temps durant votre parcours scolaire de mettre l'accent sur l'anglais, qui est un must-have aujourd'hui. Clairement, je pense qu'Adam ne dira pas le contraire. Et forcément de compléter vos compétences académiques par des compétences professionnelles. C'est le seul programme qui est développé en France au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous conservez durant toute cette année votre statut étudiant et tous ses avantages. Donc, ça peut être la demande d'une bourse Erasmus+, pour vous aider à financer le programme. Ça peut être également tout ce qui va être assurance, mutuelle, conservée, de la même manière que lorsque vous étiez au sein d'un parcours académique. Et c'est également l'obtention de 60 crédits ECTS. Alors, les crédits ECTS, c'est peut-être pas familier pour tout le monde, mais en fait, c'est les points gagnés durant l'année pour vous permettre de passer dans l'année supérieure. Par exemple, il vous faut 60 crédits ECTS pour valider votre année en université en Europe ou en école en Europe. Donc, chez Tech Me Up, c'est pareil. Vous avez 30 crédits par semestre. Il y a 2 semestres, ça fait donc 60. Donc, ça veut dire que, par exemple, je vous dis une bêtise comme ça, module leadership égale 5 crédits, module linguistique égale 20 crédits. Bon, vous avez 25 crédits de gagnés et voilà, il vous en manque plus que 5 pour valider votre semestre. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne en France et en Europe. C'est le seul programme qui vous permet de vous recentrer sur vous, vos talents, vos projets et qui vous permet d'être accompagné par un coach. Parce que quand on fait une année de césure, souvent on pense au séjour linguistique d'un côté où vous avez l'opportunité de travailler sur votre niveau d'anglais et la découverte d'un nouveau pays. Ou alors vous faites une pause pour être accompagné par un organisme d'orientation ou un coach pour vous aider à construire votre avenir professionnel. Bon, chez nous, c'est les deux. Clairement, vous êtes tout au long de l'année amené à améliorer votre niveau d'anglais et travailler sur votre orientation. Le coach va être là pour vous aider à prendre confiance en vous, à définir votre orientation personnelle et professionnelle tout au long de l'année.
C'est le seul programme qui, effectivement, comme je vous le disais, vous permet d'allier les deux. C'est un programme qui vous permet de partir sur 2 destinations différentes. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Puisque, hop, si je passe à cette slide-là, vous avez une première période qui va se dérouler cette année en Finlande. La rentrée, c'est le 29 août. Oui, je sais, c'est demain. Mais bon, on est au mois de juillet. À un moment donné, il va falloir prendre une décision. Donc, dès le 29 août, on vous embarque tous ensemble dans une aventure collective. Vous êtes tous entre 17 et 25 ans, afin de vous permettre de suivre des cours intensifs d'anglais pour améliorer votre niveau d'anglais et des ateliers de développement des soft skills. C'est là où c'est plutôt très intéressant puisque la pédagogie, comme le disait Marc tout à l'heure, est complètement différente de celle qu'on a pu connaître en France. C'est tout à fait ce que disait Marc, le côté où on apprend par le faire. Le but du jeu, c'est d'être acteur de sa formation. Donc là, on va vous aider à gagner en confiance et en compétences dans la gestion du temps, du stress, de vos projets, des gestions de budget, leadership, empathie. Vous avez également l'opportunité de vous améliorer en communication interculturelle. Voilà. En fait, c'est plein de modules pédagogiques qui sont sortis un peu du milieu scolaire et qui vous permettront d'être bien plus à l'aise avec vous-même, en fin de compte, bien plus confiant, mais également de découvrir le côté entrepreneurial. Ce sont des ateliers, que ce soit les cours intensifs d'anglais évidemment, et les ateliers développement personnel qui sont tout en anglais. Je vous rassure, il n'y a pas de niveau requis pour intégrer le programme. Même si vous avez un niveau terminal ou que vous n'êtes pas à l'aise même en terminale avec l'anglais, sachez que vous pouvez tout à fait intégrer le programme. Le but du jeu, c'est de vous améliorer. La deuxième partie, elle se situe de janvier jusqu'au mois de juin, juillet ou août, selon ce que vous allez choisir. Elle est complètement dépendante de votre volonté. Donc, soit vous choisissez de partir en janvier pour un work and study, c'est-à-dire que c'est de l'alternance, vous étudiez et vous travaillez en même temps à l'étranger, soit pour un stage, soit une mission humanitaire ou un semestre d'études dans un campus universitaire, comme en parlait Marc, ou bien des cours intensifs d'anglais si on s'aperçoit que malheureusement le niveau n'est pas suffisant sur la première partie. Ça, cette deuxième partie-là, à partir du mois de janvier, on la construit ensemble. Vous n'avez pas besoin de vous projeter tout de suite dans qu'est-ce que je vais faire en deuxième partie de Take Me Up. On la construira ensemble. Voilà, je repars un tout petit peu en arrière. Vous l'aurez compris, le but du jeu du programme, évidemment, c'est de gagner en confiance en vous, de développer vos soft skills, d'être bilingue en anglais, de vous ouvrir donc à l'international et aux différentes cultures, différentes façons de penser, de faire. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas que ce que nous, on connaît qui existe. C'est bénéfique parfois de sortir de sa zone de confort pour aller voir ailleurs comment ça se passe, pour sortir du cocon familial, ce qui vous permet souvent de faire des choix plus réfléchis en termes d'orientation. On n'est pas forcément influencé par papa, maman, le tonton, la tata ou les amis. On peut enfin prendre le temps de se recentrer sur soi. Évidemment, c'est avoir été coaché par un professionnel. Donc, vous vous doutez bien que quand vous arrivez après Take Me Up dans un recrutement pour intégrer une école, une université ou un recrutement professionnel, vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Vous savez exactement ce que vous voulez et pourquoi vous êtes là. Donc ça, c'est sur quoi on travaille durant l'année. Voilà. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, Take Me Up, ça vous permettra de capitaliser de toute façon sur toute votre vie. Moi, j'ai fait une année de césure sans savoir que c'était une année de césure quand j'étais plus jeune. À 18 ans, je suis partie à Londres, j'ai travaillé chez Starbucks. C'était la première fois de ma vie que je partais loin de mes parents et que je travaillais. C'est une année dont je me souviens encore et dont je parle encore, tellement elle m'a marquée. Voilà, donc les employeurs que vous allez rencontrer par la suite, ils vous demanderont beaucoup plus de choses sur l'année que vous allez avoir vécue à l'étranger ou sur les années que vous allez vivre à l'étranger plutôt que sur votre CV ou votre diplôme obtenu. Et forcément, ils vont privilégier votre candidature parce qu'ils vont voir que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, que vous êtes donc prêt à relever des challenges. Et les compétences les plus recherchées, c'est important de le savoir, c'est l'empathie, l'écoute, l'esprit d'équipe, la capacité à évoluer, à s'adapter, la curiosité et la créativité aujourd'hui. Il n'y a pas que le diplôme qui compte. Voilà. Pour pouvoir intégrer, juste mon numéro, ça peut être intéressant. Pour pouvoir intégrer le programme, il y a encore 10 places pour la rentrée prochaine. Il n'y a pas besoin de passer un concours d'entrée. Sachez qu'il suffit de noter le numéro qui est là, c'est le mien.
Demain, on fait justement un live virtuel. Je me permets de vous mettre le lien d'inscription dans la conversation si vous le souhaitez. Vous pourrez rencontrer le reste de l'équipe et poser toutes vos questions. Je vous mets le lien du live virtuel, le site internet et une petite vidéo. Top. C'est super, merci Anthony. Avec plaisir. Alors, on a récupéré Adam. Adam, are you okay? Yes, hope so. Fingers crossed. If I go down, yeah, you might have to jump. We should be okay. Can you see my screen okay? Yeah, we can. Perfect. Okay, so hello everyone. Thank you for joining us today. My name is Adam. I'm an international officer at Royal Holloway University of London. So a little bit about us. We are a campus university situated about 40 minutes from central London. The benefit of that is that we are a campus university, so all of your social areas, academic areas and accommodation are all in the same site, but you have that access to London when you want it for all the exciting things you can get up to in the city centre. So I'm going to talk quickly about clearing. This is the process that all universities in the UK will be using to give students an opportunity to come and study in the UK if they haven't quite made their grades or have left it a bit late. So as I say, yeah, it's for students that don't currently have an offer from a university or have just missed the grades that they need to get to their spots. And it will give you a chance to join in September 2024. So it works quite simply. It can seem a little bit confusing, but once you get your head around it, it all makes sense. So as I say, it's for students that have applied after the 30th of June that didn't receive any initial offers when they first applied or didn't meet the conditions of their offer and now don't have those spots. If you've already applied through UCAS, it will tell you if you are in clearing. And then once you are put into clearing, you can then start to look for vacancies at all other universities to see what spots might have come free if people haven't made the conditions or if courses are still not fully booked up. So you can use UCAS itself to help find these spots, or you can contact universities directly, and you will need to speak to universities on the phone to get these offers sort of confirmed and wrapped up. So if you are interested, there's about 3 things you need to do. You need to find the course that you think you might be interested in. And this is where you have to be a little bit flexible. Not all courses will be available. So it's about chatting to universities, getting on the phone to them and finding out if the course is right for you and if there are different kind of pathways you might be able to use to get onto courses that you might be more interested in. And once you've spoken to the university and they've given you sort of a provisional offer on the phone, you'll then have to manually go into UCAS and confirm that spot. So finding a course and calling a university will not necessarily guarantee you a spot either. So you might need to speak to a few different universities, find a few different courses, and that might be how you find your place. So I know it can seem a little bit overwhelming having to call a university or seem a bit nerve-wracking, but universities have specific phone lines for clearing, and they'll be used to having these kind of conversations. So you don't need to worry too much about what it's going to be like. The person you speak to will be trained. They'll be able to guide you through the process. You just need to be prepared to know the course that you're interested in, and you need to have your grades in front of you. They'll want to get very specific on the grades you've got to work out if you can take an offer. So just be warned that you will want to have your grades in front of you, and that will include your English language grades as well. Clearing lines can get very busy, especially around sort of notable results days. So just be prepared that you might have to wait to get through to people. And on that, again, make sure that you have everything you need in front of you so that when you do get through, you're not sort of wasting any time there. And yeah, maybe think about a personal statement or think about why you are interested in a certain course. Universities will still be checking to make sure that you're genuinely interested in a course and are not just sort of picking one at random. So make sure you've had a think about the courses that you're interested in and yeah, why you might like to study them. So
the main kind of advice that we would give is just to really think about your options. So there will be loads of options within a certain university. If you have your heart set on one university that you might have missed the conditions for, you then might be able to call them up and see if there are spots on any other different courses. But think about different universities as well, where you might be able to get onto the course you're particularly interested in. Do your research, make sure you've researched the course and the university, and yeah, ask for advice. And the people that will give you the best advice will be, I don't know, family members, friends, but also the people on the other end of the phone. You will be able to speak to admissions specialists from different departments, and they might be able to help you find a way to study a course you hadn't thought of, or maybe help with getting onto a pathway that you might then help you achieve your ultimate aim. So make sure you ask all the questions that you need, and don't rush, don't panic, and really think things through and ask for advice. So at Royal Holloway, these are the subjects that are likely to be open for early clearing. It's just important to recognise that people will be trying to get these spots. So you might have to move quickly. Something that is here now might not be here in a week, but then it might reopen again. So you do want to be making sure that you're constantly checking. Not everything will be there. So, and there are over 250 different courses at Royal Holloway as well. So just because there might be a course that you've not really thought about before, within one of these departments that might be of interest. For example, we have a lot of students that try and get onto biochemistry, and that might be full, but maybe by taking biology and then taking some chemistry modules, you might then in your second year be able to switch on to biochemistry if that's what your heart is set on. So these are the kinds of questions you want to be asking, and you want to make sure you've got a very firm plan of exactly what it is that you would like to study, and try and be a bit flexible within that, because there might be ways to still achieve it even if you haven't quite reached the grades. So just some final top tips. Try your best not to worry, and be quick and be prepared. So make sure you've got all of the documents in front of you that you'll need, English language results in front of you, and your UCAS numbers as well. Be flexible, but don't panic and just say yes to something. Make sure you've asked the questions that you need the answers to, and try not make any rash decisions. So if you have already got your exam results, then you can use clearing at Royal Holloway now. There's a phone number there which will take you through to the helpline. And as I say, you will need all your results in front of you and your UCAS ID number as well. There will be more vacancies being released, so you can also sign up on the website to find out exactly when they're going to be announced. And most universities will have these kind of systems in place as well. So if there is a different university that you're really interested in joining, have a look on their website for the information that they've already published, because more clearing spots will be coming available as we move through summer and as sort of UK students start to get their results in August. Again, there'll be loads of information on all university websites. Most universities will have dedicated clearing pages, clearing advice, and we also have the opportunity to chat to current students. I always really recommend this, especially if you're thinking about a university that you haven't been able to visit, or a course that maybe you weren't initially thinking of that you're now thinking of. For Royal Holloway and most other universities as well, will have the option to chat to current students, and they're the best people to ask really, because they know exactly what it's like at the moment, and they have no reason to lie at all. So that will be really, really helpful. So that was very quick. I know hopefully it gave you a little bit of an insight into how it works. I don't want to take up too much of your time, but if there are any questions at all, please let us all know. Thanks, Adam. Can you hear me? Yeah, my mic is on. Thanks for that. Oui, donc vous avez pu voir, donc à Royal Holloway, c'est vrai qu'il y a plein d'options. Rien que dans cette université-là, en fait, que vous avez plein d'options. Et c'est un exemple parmi des centaines d'autres possibilités sur la destination au Royaume-Uni. Donc, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de programmes à saisir dans tous les domaines possibles et imaginables, sauf médecine, dentaire, voilà, assez compliqué. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. On est là, on est tout oui. Vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses. Vous pouvez lever votre main et je vous donne la parole. C'est comme vous voulez.
n'hésitez pas. Il est timide. C'est timide aujourd'hui. Tac. Si, voilà. Alors, est-ce que vous avez pu parler des études de santé à l'étranger? Oui, malheureusement, c'est un peu le domaine où là, c'est compliqué de vous inscrire effectivement last minute. Ça dépend. Ceci dit, ça dépend. Enfin, ce que vous entendez par les études de santé. Si on parle de médecine, de dentaire, de véto, de kiné, de domaines comme ça, c'est vrai que c'est des dossiers qu'il faut, pour le coup, vraiment anticiper longtemps à l'avance. Et c'est en dentaire, apparemment. Oui, donc pour dentaire, effectivement, il faut s'y prendre vraiment tôt. À la rigueur, s'il y avait encore des options possibles, ce serait peut-être sur une destination comme l'Espagne, où vous avez des formations qui sont délivrées en anglais et même en français d'ailleurs. Mais là, comme ça, spontanément, je ne saurais pas vous dire s'il reste des places pour la rentrée prochaine. Mais parfois, oui. Sinon, pour d'autres domaines liés à la santé, je ne sais pas si vous vouliez faire des études, par exemple, d'infirmière ou sage-femme ou des choses comme ça, il peut y avoir des options possibles, notamment au Royaume-Uni ou sur d'autres destinations. Après, vous avez la rentrée de janvier en Amérique du Nord. Alors, pas pour dentaire, mais si vous vouliez faire, par exemple, des études d'infirmière, vous avez des rentrées en janvier au Canada, par exemple, ou des choses comme ça. Take Me Up. Est-ce que Take Me Up est possible uniquement au post-bac? Effectivement, non, c'est à partir du moment où vous avez votre baccalauréat. Donc après, si vous êtes en bac plus 1, bac plus 2, 3, 4 ou déjà diplômé d'un master, vous pouvez. C'est tout à fait autorisé de faire une césure déjà. Et puis, nous, on vous accompagne effectivement au sein de Take Me Up sans aucun souci. C'est à partir de combien de moyenne au bac que l'on peut partir? Eh ben, écoutez, dès lors que vous avez le bac, vous pouvez partir. Après, ça va dépendre de ce que vous visez. En fait, si vous voulez aller à Harvard dès que vous avez 10 au bac, ça va être compliqué, malheureusement. Mais tant que vous validez le bac, en fait, vous validez la condition académique pour accéder à un grand nombre d'universités étrangères. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Et ça peut être d'ailleurs les différents types de bac. On parle beaucoup du bac général, mais ça peut être bac pro, bac technologique ou autre. Vous avez plein d'options. Là où l'année de préparation peut être intéressante, c'est si justement vous êtes un petit peu en deçà, si vous visez une université plus exigeante qui demande habituellement du 13-14 de moyenne par exemple et que vous avez 11-12, ben, l'année de préparation peut vous aider à grimper un petit peu cette note et du coup avoir une vraie chance d'intégrer l'université ciblée dans un deuxième temps. Et ce qui va jouer aussi, je répète, hein, c'est le niveau d'anglais. Donc, c'est vrai que le bac, c'est une chose, mais pour pouvoir partir dès le mois de septembre, il faut que dès maintenant, vous ayez un bon niveau d'anglais pour pouvoir suivre votre formation dans de bonnes conditions. On a une autre question. On a beaucoup de dentistes apparemment aujourd'hui, c'est intéressant. Ayant un diplôme de chirurgien dentiste, je souhaiterais m'inscrire dans une université européenne. Bah, écoutez, vous pouvez. Alors là, pour le coup, c'est un cas particulier parce que si vous êtes déjà dentiste, je ne sais pas si vous avez besoin de reprendre toutes vos études à zéro ou s'il y a moyen de faire reconnaître vos acquis. C'est difficile de vous répondre là pour le coup. Donc là, je vous inviterai vraiment peut-être à nous écrire par le biais du site internet. On pourra regarder votre demande tranquillement. Envoyez-nous un maximum d'informations et puis on vous répondra personnellement. Mais je pense que c'est un cas assez particulier. Nous avons de notre côté, on recherche une formation d'officier navigant à l'étranger, mais pas sous format d'amphithéâtre, plutôt en classe avec un stage pratique et reconnu en France. Rien que ça. De manière générale, je pense que si on parle des universités anglo-saxonnes sur lesquelles on a surtout mis l'accent aujourd'hui, je pense que l'approche sera toujours assez pratique. Se peut qu'on ait parfois des cours en amphithéâtre, mais le plus souvent, c'est des cours en petit comité. Donc, je pense que là-dessus, vous devriez trouver des choses. Alors, pour être officier navigant, là, comme ça, spontanément, je ne sais pas
dire si ça dépend si on parle d'une formation de type militaire ou rien à voir. Mais c'est un petit peu particulier. Alors pour le coup, vous nous challengez là sur une demande assez niche. On peut en tout cas aller rechercher l'information et vous aider à trouver quelque chose peut-être d'adapté ou pas. Mais je pense que c'est fort probable, notamment au Royaume-Uni, dans des universités au sud, dans les villes par exemple de Southampton ou de Plymouth ou des endroits comme ça. Il y a pas mal de formations en lien avec la marine. Donc peut-être que vous pourriez trouver quelque chose qui vous correspond. Quel budget pour prévoir une année qui débute en janvier 2023 au UK? Au Royaume-Uni, les frais de scolarité vont se situer, alors ça dépend du niveau d'études, mais je dirais qu'en moyenne, aujourd'hui, il faut compter à peu près 15 000 € pour une année de scolarité au Royaume-Uni. Vous avez des formations qui coûtent moins cher, on en trouve à partir des 10 000 € à peu près. Ça peut monter beaucoup plus haut aussi dans certaines universités. Mais la moyenne aujourd'hui, il faut budgéter à peu près ça, entre 15 et peut-être maximum 20 000 € l'année pour le Royaume-Uni. Ce serait vrai aussi pour la rentrée de janvier. Nous avons comment se passent les démarches pour trouver l'université qui nous convient. Vous pouvez contacter Study Experience puisque c'est justement ça, c'est à ça qu'on sert en fait, notamment. Donc, si vous nous contactez et que vous nous fournissez un maximum d'informations sur votre parcours jusqu'ici, vos relevés notes, votre niveau d'anglais, le domaine évidemment que vous souhaitez étudier, on pourra vous accompagner dans la recherche d'établissements dans un premier temps et puis ensuite pour postuler de manière plus concrète. Mais c'est vrai que là-dessus, on va avoir toutes les connaissances et les outils nécessaires pour vous orienter de manière intelligente en fonction des options qui sont encore disponibles et qui vous correspondent par rapport au dossier que vous avez et aux critères qui sont aussi les vôtres. On peut penser au budget, on peut penser aux préférences personnelles, aux préférences pour vos objectifs professionnels ou autres. Alors, une question en anglais. Adam, do you want to take this one? Not really the point, but as someone who has British nationality but never been a student in the UK, will I be categorized as a foreign student? It will depend on the how long you've been living in France, but I would expect you'd be a home student if you've got British nationality. The only thing to say is that is a decision made by UK government. So wherever you are at one university, you'll be the same at all other universities. You might just be asked to provide some documentation. You might have to query a decision that's made if you're applying from outside of the UK. So I wouldn't want to guarantee anything because it will depend on your specific circumstance, but I would expect if you've got a British nationality, you should be fine to be a UK student. Top. Finalement, assez bavard comme public. Pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est la dernière chance. Oublie, n'est-il pas compliqué de faire coïncider un test de langue et dossier pour septembre? C'est sûr qu'il faut aller assez vite. Enfin, le dossier académique en soi, il est généralement, à ce stade, il est complet même, puisque en principe, le bac, on l'a déjà, par exemple, ou les résultats universitaires, on les a déjà. Donc, le dossier, il est rapide à constituer. Se pose la question du test d'anglais, c'est vrai. Mais comme je le disais tout à l'heure, si on a déjà le niveau requis, on peut passer le test sous 48 heures et valider son niveau. En fait, ça, c'est pas quelque chose qu'on doit nécessairement toujours anticiper très longtemps à l'avance. C'est sûr, par contre, si on n'a pas le niveau d'anglais, il faut prendre le temps de s'améliorer. Donc, c'est sûr que septembre, on va dire que c'est pas que ça va être un rythme tranquillou pour postuler à la rentrée de septembre, mais il y a des options tout à fait ouvertes. C'est possible. Il va falloir aller assez vite, mais c'est carrément jouable. Et donc, c'est pour ça justement qu'on voulait organiser ce webinaire pour
pour alerter par rapport à ça. Mais effectivement, la rentrée de janvier, ça permet peut-être d'aller à un rythme un petit peu plus tranquille. Anthony, tu as parlé des critères, il y a un critère linguistique pour faire l'année de césure Take Me Up ou pas? Non, il n'y a pas de critères linguistiques. On prend tout niveau. Donc concrètement, il faut le bac, Il faut le minimum le bac. baccalauréat minimum, effectivement, et c'est tout, parce qu'après, c'est en échangeant avec la personne intéressée qu'on voit si c'est un programme qui peut lui correspondre, si lui correspond au profil, et après, on avance ensemble. Pas de lettre de motivation, de lettre de Non, recommandation. pas de lettre de motivation, parce que tout ça, c'est en live, en fait. On se fait un rendez-vous par téléphone, en visio ou en présentiel, quand on peut le faire. Et on construit ensemble le dossier le dossier d'inscription, on va dire simplement. Mais il n'y a pas de dossier de candidature à proprement dit. Donc là, pour le coup, archi facile pour postuler pour septembre. Oui, tout à fait. Il faut alors effectivement s'y prendre un petit peu à l'avance quand même, parce qu'il y a toutes les démarches de réservation de logement sur place en Finlande sur la première partie. Et puis, il y a un test d'anglais qu'on vous fait passer, mais c'est vraiment à titre pour savoir d'où vous partez, tout simplement, de quel niveau vous partez. Un test d'orientation également pour comprendre mieux où est-ce que vous vous situez. Et un rendez-vous avec la coach pour que vous puissiez d'ores et déjà connaître l'équipe et être plus en confiance arrivé à la rentrée. Alors, j'ai deux autres questions liées au test de langue. Alors, est-ce qu'on doit justifier d'un certain niveau d'espagnol pour intégrer une université espagnole? Ça dépend de la langue dans laquelle vous souhaitez étudier. Donc, si vous souhaitez étudier en espagnol, oui. Il faut justifier d'un niveau B2 en espagnol, en principe. Je n'ai plus le nom du test qu'il faut passer, mais vous pouvez nous écrire et notre conseillère spécialisée Espagne vous répondra. Mais oui, donc si vous voulez étudier en espagnol, oui, il faudra justifier de votre niveau d'espagnol. Si vous voulez étudier en anglais, il faudra passer un IELTS ou un TOEFL ou quelque chose comme ça. Et on me demande aussi, du coup, l'autre test qui peut être effectué depuis son domicile. Alors, ça s'appelle le Duolingo, le test. À vérifier quand même avant de vous inscrire et de le passer si l'établissement que vous ciblez l'accepte bien, ce test, parce qu'il n'est pas accepté partout. Il y a beaucoup d'endroits où c'est accepté. Ce n'est pas systématique, donc vérifiez avant de payer votre test et de le passer. Et demandez surtout à l'université que vous ciblez quel test ils acceptent, en fait, parce que très souvent, ça ne se limite pas du tout à l'IELTS et au TOEFL, où parfois les dates sont un petit peu lointaines. Généralement, ils peuvent vous proposer des alternatives que vous pouvez passer tout de suite chez vous ou dans un centre à côté. Donc, il ne faut pas hésiter à leur poser la question. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde s'il n'y a pas de questions de dernière minute. C'est tout bon. Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés sous cette chaleur écrasante. Merci à Anthony. Thank you, Adam, for your time. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info, je vais l'écrire dans le chat, info@studieexperience.fr. Pour ceux qui seraient là, qui ne partent pas en septembre, mais qui seraient là au mois de septembre, sachez que nous organisons aussi un salon qui s'appelle Elevate. Je mets le lien également dans le chat, qui pourrait vous intéresser. Royal Holloway, je ne sais plus si vous allez être là. Anthony, je sais, sera là à coup sûr avec Take Me Up. Royal Holloway, je ne sais plus. Mais il y a pas mal d'universités qui seront présentes que vous pouvez venir rencontrer en personne, des conseillers de Studie Experience aussi, des ateliers, des conférences, toutes sortes de choses utiles et enrichissantes qui pourraient du coup être intéressantes pour la rentrée de janvier si vous vouliez postuler à ce moment-là, ou pour la rentrée de septembre 2024 si vous voulez vous laisser un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus aussi. Voilà, écoutez, merci beaucoup et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Thank you. Bye.